Voilà, ouais. Voilà, Excusez-moi. parfait, impeccable. Parfait. Voilà, alors moi je vais vraiment prendre un autre axe parce que je vais quand même essayer de m'en tenir à l'aspect formel des curriculums de l'orientation, que je vais essayer de replacer dans une histoire. Alors en plus, je me restreins vraiment au secondaire et je vais essayer de présenter trois objets, les procédures d'orientation, pas d'affectation, l'aide à l'orientation et l'éducation à l'orientation, et donc en les replaçant dans une trame un peu historique. Alors j'ai repris la trame qu'avait évoquée Joël Zafran, Jean-Marc Lange et puis Vincent Troget dans un séminaire précédent, hein, les trois types d'écoles dans le temps. Bon, c'est simple, disons, c'est sûrement beaucoup plus compliqué que ça, mais ça permet au moins de marquer un certain nombre de caractéristiques. Et puis par rapport donc à ces trois écoles, je vais voir un peu comment les trois objets se distribuent et quelles sont leurs caractéristiques. Alors, pour les procédures d'orientation, d'abord, je définis un peu l'objet procédure d'orientation. Ça concerne la question de qui et comment on prend les décisions de circulation des élèves dans un système. Voilà. Et donc la question, ça peut être résolu par le fait que ce sont les élèves qui décident ou les familles. Ça peut être le récepteur qui décide, ou bien ça peut être les enseignants au milieu, en quelque sorte, qui enseignent aux élèves, qui prennent la décision. La caractéristique française de nos procédures, c'est que finalement, c'est l'aval qui décide et c'est pas l'amont. Et dans cet aval, c'est l'institution scolaire qui a finalement le dernier mot. Donc, je vais raconter un peu déjà cette histoire à ce niveau-là. Alors, l'école de la République, moi que j'appelle l'école de la séparation, c'est quand même une école dans laquelle il y a un combat entre l'État et puis le clérical. Bon. Et puis il y a surtout une organisation en deux ordres, hein, l'ordre primaire, l'ordre secondaire, les notables dans le secondaire. Alors, dans ces institutions, à cette époque-là, chaque institution règle ses problèmes de circulation eux-mêmes. Ce n'est qu'en 1890 que le ministère, en tout cas, décide de réglementer ces manières de faire. Et alors, il y a une circulaire qui paraît et qui définit quand même beaucoup de choses. Et alors, notamment, elle décide que les décisions seront prises sur la base des résultats des épreuves scolaires trimestrielles. Et en fonction des moyennes obtenues à ces trimestres, eh bien, il y aura des décisions. Et il y a dans cette circulaire les moyennes qu'il faut avoir pour avoir les décisions en face. Donc les choses sont très, très contraintes, très, très définies. Donc les bons, globalement, passent. D'autres pour lesquels on s'interroge, eh bien, on les invite à des examens en septembre. Et puis les cancres, on les remet à la famille. C'est ce que j'appelle, moi, la mort institutionnelle. Hein, on sort finalement de l'institution. Alors, ces règles, elles s'imposent plus ou moins dans cette période-là, parce que comme on est quand même dans un moment où encore les finances, et ce sont les notables qui sont quand même dans ces écoles-là, donc en fait, on est quand même face aux consommateurs d'école, comme dirait Robert Ballion, bien des années après. Alors, quand on passe à l'école de la massification, donc que j'appelle moi l'école de l'unification, parce qu'en fait, on reprend la lutte antérieure de l'école unique qui devient maintenant le collège unique. Dans ce moment-là, on a la disparition des deux ordres et surtout, on a la mise en système, comme disait Antoine Pro, et donc le primaire, puis le secondaire qui succède, mais surtout, on a intégré les formations professionnelles. Donc, dans ce système-là, c'est plus simplement la question du passage de classe en classe, qui est la question d'orientation, on va dire, de circulation, mais c'est la question des choix de formation qui se sont multipliés tant du côté professionnel que du côté des filières à l'intérieur du secondaire pour le bac. Alors, comme on est dans un pays démocratique, on ne peut pas imposer les décisions aux familles, et donc on intègre les parents dans le circuit, dans finalement la production, la préparation
de la prise de décision. Alors, globalement, il y a des procédures qui se mettent en place, grosso modo, dans les années 70, que l'on connaît à peu près, grosso modo, c'est le schéma que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une demande des parents au deuxième trimestre, une réponse des conseils de classe, à nouveau un dialogue entre les différents acteurs, ensuite une demande à nouveau au deuxième trimestre, une réponse au troisième trimestre. Et alors, il y a une nouveauté qui apparaît là-dedans, c'est que les parents ont possibilité d'un recours. On n'est pas dans la notion d'examen qui était imposée aux élèves quand on avait un doute. Là, maintenant, c'est un droit du côté des parents en termes de recours. Donc ça remet en question, d'une certaine manière, le pouvoir enseignant. Alors, la question des critères, sur quoi on prend les décisions. Précédemment, c'était les notes, les moyennes. C'était clair, c'était dans la circulaire. Quand on regarde les textes des circulaires concernant les procédures d'orientation dans cette période-là, eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'on ne parle plus du tout de notes, mais on parle d'observation des élèves et on parle d'aspiration des élèves pour définir et pour prendre les décisions. Donc, il y a un certain flou, disons, qui s'installe dans la solidité des décisions d'orientation, d'où la multiplication des recours qui vont même parfois jusqu'au juridique. Alors, je sors un moment du curriculum formel pour passer au curriculum en acte, parce que quand on observe quand même ce qui se passe dans le réel, dans les conseils de classe, c'est quand même toujours les notes qui fonctionnent finalement. C'est-à-dire qu'on est quand même toujours sur un critère de réussite scolaire et surtout de réussite dans les matières générales. Donc, quand on est dans le bon, dans le général, ben ça va, on continue en quelque sorte, mais quand ça ne va pas du côté général, eh bien, on est envoyé en voie professionnelle. C'est ce que j'appelle, moi, la mort institutionnelle, c'est-à-dire les lycées professionnels prennent en fait cette place que l'on avait dans le système antérieur. Alors, école de la fragmentation, donc on est là. Alors, diversification, moi j'ai dit école de la diversification, parce que l'idée d'unité et d'identité sur le territoire du fonctionnement, bon, c'est quand même largement remis en cause, et même l'État se met à produire de la différenciation. Parce que, bon, exemple classique, on met en place les zones d'éducation prioritaire, par exemple, ou bien on introduit de l'autonomie dans les acteurs, avec par exemple les projets d'établissement, ou bien les politiques éducatives académiques. Bon. Alors, du côté de l'orientation, on a quand même une forme de diversification qui apparaît. Moi, qui me semble apparaître, en tout cas, c'est que d'un côté, dans les collèges, on reste sur finalement le fonctionnement traditionnel de la procédure, avec le pouvoir finalement des établissements quant à faire le tri à la fin du collège notamment, avec une modification quand même qu'il faut introduire, c'est que dans la procédure, on a introduit une troisième étape qui est celle de la décision du chef d'établissement en dehors du conseil de classe. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on voit que le pouvoir qui était le pouvoir des enseignants passe de plus en plus du côté du pouvoir du chef d'établissement quant à la prise de décision d'orientation. Et alors, en lycée, là, à mon avis, il y a une modification profonde de la procédure d'orientation, dans la mesure où finalement, la tâche de l'élève n'est plus de choisir des voies de formation, dans la mesure où finalement les filières, les différents bacs sont disparus, et donc en fait sa tâche, ça devient un problème de construction d'un parcours. Et les décisions des conseils de classe ne peuvent porter que sur simplement un passage. Il n'y a pas de pouvoir sur cette construction. Donc là, on voit émerger un pouvoir de l'élève, cette fois-ci un peu plus important. Donc si on récapitule, on a d'un côté un pouvoir enseignant qui diminue, un pouvoir du chef d'établissement qui au contrairement s'accroît, et finalement un pouvoir des élèves et des parents qui aussi s'accroît. Alors, si on passe à l'aide
à l'orientation, là, elle n'apparaît qu'au moment de l'école de l'unification. La procédure est compliquée finalement à mettre en place, donc le ministère décide tout de suite de mettre en place les fameux professeurs principaux qui vont avoir la tâche finalement de faire fonctionner ces procédures, tâches matérielles, hein, rencontre avec les parents, transmission de dossiers et ainsi de suite. Bon. Et un deuxième personnage qui apparaît, c'est le conseiller d'orientation, parce qu'en intégrant les formations professionnelles, on a intégré en même temps les personnels des services d'orientation. Et donc, l'aide à l'orientation, ça devient une aide exercée par des experts, le professeur principal et le conseiller. Et alors, d'une aide à la procédure, l'aide devient en fait une aide à la prise de décision de la part des élèves et des familles. Et donc, dans cette idée-là, il faut accroître l'information et le conseil. Alors, dans les années 70, on crée le LICEP, qui va produire de la documentation au plan national, et puis les services d'orientation vont être réorganisés autour des CIO, des centres d'information et d'orientation, dont la tâche va être de transmettre cette information et de donner des conseils. Bon. Si on passe à la troisième école, l'école de la diversification, en fait, on passe d'un modèle qui était centré, qui était fondé sur le rôle d'expert, à un autre slogan qui est celui de l'affaire de tous. C'est-à-dire l'idée que finalement, l'orientation, c'est une activité qui doit être menée par tous les acteurs, et notamment les enseignants. C'est ça qui est quand même la visée du ministère, c'est que les enseignants, tous les enseignants, prennent en charge cette tâche d'aide à l'orientation. Et alors là, depuis une dizaine d'années, on a un terme générique qui apparaît, c'est celui d'accompagnement. C'est un terme très, très générique et très pratique, parce que d'un côté, en fait, il ne désigne rien, il évoque des pratiques, mais il ne désigne rien. Il n'engage pas non plus le ministère, parce que par exemple, quand il dit qu'on va faire 54 heures d'accompagnement dans les établissements, dans les lycées, il ne flèche aucun moyen et aucune pratique particulière. Et puis, c'est un terme qui est aussi très pratique parce que c'est un terme bienveillant. Ce n'est pas un terme frontal, hein, comme l'information ou le conseil, on est dans le côte à côte, on est dans le gentil. Bien. Alors, dans ce temps, ce que l'on observe aussi, c'est qu'on a une déconstruction des services d'orientation. À partir de 2003, on cherche à transférer les personnels d'orientation aux régions. En 2018, ça recommence. Bon, ça échoue. Mais dans les 20 ans, les services ont perdu grosso modo 1000 postes. Et les CIO, eux, ont perdu sont de moitié hein, en nombre. Bon. Alors, quand on a d'un côté du flou dans la définition de l'aide et quand on a des difficultés dans la mise en œuvre de l'aide, ben, il y a un troisième larron qui apparaît, qui est la société civile. Et donc, ce que l'on voit en ce moment, c'est qu'effectivement, on a d'une part des associations qui se sont largement mises sur ce créneau-là et qui sont de plus en plus financées par l'État lui-même. On a les régions qui sont bien sûr invitées depuis 2018 à travailler sur ce terrain-là. Et puis, on a surtout un service marchand qui est en train de se développer de plus en plus. Sans dire que le patronat s'intéresse aussi beaucoup à l'affaire et s'infiltre dans ces différentes activités au travers de différentes associations. Bien. Donc là, ce que l'on voit, c'est d'une certaine manière une conception du service public de l'aide à l'orientation qui était liée aux acteurs de l'éducation nationale, qui est en train de se retourner ou de se transformer en une aide à l'orientation, mais par une multitude d'acteurs et pas seulement de l'État. Troisième curriculum, celui de l'éducation à l'orientation. Alors, lui qui n'apparaît, à mon avis, que dans ce troisième temps de l'école de la diversification, en tout cas du côté de l'État. Alors, au départ, c'est quand même issu de ce fameux slogan dont je parlais tout à l'heure, l'affaire de tous.
C'est-à-dire que là, l'éducation est interprétée comme l'idée qu'il faut introduire l'orientation dans les disciplines. L'aide à l'orientation, c'est en dehors du temps scolaire, c'est en dehors de la scolarité de la classe. Là, l'éducation, c'est on rentre dans la classe. Et une prise en charge, notamment, bien sûr, par les enseignants en majorité. Alors, au début, c'est quand même là aussi interprété comme une aide à la procédure d'orientation. Et puis, petit à petit, il y a une autre interprétation qui se développe, et notamment, c'est celle portée par l'Europe, c'est qui est issu du fameux tout au long de la vie. C'est l'idée qu'il faut faire acquérir des compétences à s'orienter pour plus tard. C'est-à-dire que ce n'est pas la question de préparer les gens à résoudre leurs problèmes d'aujourd'hui, mais c'est préparer les gens à s'affranchir à leurs problèmes de plus tard. Bien. Alors, c'est une activité qui est quand même extrêmement compliquée et complexe, qui demande des coordinations et de la coopération locale entre les acteurs, ce qui n'est pas la tradition française quand même des enseignants français de faire de la collaboration spontanément. Et puis, il y a des questions de frontières et d'identité professionnelle aussi qui sont mises en cause dans cette affaire-là, puisqu'il y a de plus en plus de partenariats avec l'extérieur qui est réclamé. Donc là aussi, il y a une certaine comment dirais-je, frilosité et mise en cause des personnels de l'éducation nationale, d'où aussi, à mon avis, une certaine résistance dans ce sens-là. Alors, dernière chose qu'il faut dire, c'est que, par exemple, l'ONICEP, qui a démantelé ce qu'il en reste au niveau national, développe quand même de plus en plus des supports pédagogiques. Et bon, par exemple, là, ce que Sylvie rappeler, c'est que là, en ce moment, ils viennent de publier un référentiel concernant les compétences à s'orienter pour les lycées. Maintenant, ils vont travailler sur le collège. Donc, on commence un peu à avoir des programmes et des outils qui commencent à émerger dans ce domaine-là, alors que jusqu'à présent, on avait des intentions, mais pas de support et de programmes réellement définis par le ministère lui-même. Voilà. J'en reste là, on verra les discussions pour la suite. Merci. Merci à toi.